Alors bonjour madame, bonjour monsieur, mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action pour l'équité, mais aujourd'hui, à titre de porte-parole de milliers de parents biologiques du Québec qui m'ont confié le mandat notamment de défendre leurs droits devant l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez probablement entendu, le ministre Lionel Carman a déposé son projet de loi numéro 15. Et avant de déposer son projet de loi numéro 15, il a dit très clairement sur les ondes de l'émission 24-60 que le gouvernement du Québec n'avait plus besoin de la famille biologique pour prendre soin des enfants. Et le premier ministre François Legault, en décembre dernier, le jour du dépôt du dit projet de loi numéro 15, il était dans le corridor de l'Assemblée nationale avec M. Carman et il a déclaré sur Facebook dans un message que, dorénavant, l'intérêt de l'enfant passera avant sa famille biologique. Donc, vous comprenez l'esprit de ce projet de loi. La DPJ retire des milliers d'enfants à chaque année et pour des motifs qui ne sont pas graves. Donc, dans le cas de la petite fillette de Grande-Bay, c'est la DPJ qui n'a pas fait sa job. Et là, on vient nous pelleter la faute sur les parents biologiques du Québec en enlevant le principe de primauté parentale de la loi pour que la DPJ puisse faire encore plus qu'est-ce qu'elle veut. Mais déjà, la DPJ gagne déjà 98,4% de toutes ses requêtes devant la Chambre de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Une moyenne au bâton de 100% pour placer des enfants à l'adoption? Madame, monsieur, la situation est extrêmement grave. La situation devient inacceptable. Et là, qu'on donne encore plus de pouvoir au gouvernement de faire n'importe quoi, c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a des situations qui sont insoutenables, qui sont inacceptables. On a étudié le dossier jusqu'à sa source et nous avons pris les meilleures propositions qui avaient été proposées dans d'autres projets de loi, notamment le projet de loi de M. Claude Castonguay, Jérôme Forget, Claude Bourget, qui, eux, avaient eu une autre vision de ce que devait devenir la protection de la jeunesse au Québec, notamment un des trois avait parcouru l'Europe, rencontré d'autres pays, les administrations pour mettre au point ce projet de loi-là. Malheureusement, il y a eu un changement de gouvernement, le projet de loi a été mis à la poubelle et on a créé en 1979 la DPJ telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une seule personne juridique qui a tout le pouvoir, le DPJ au Québec. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, il y avait une structure. Il y avait une structure administrative qui avait été prévue entre différents ministères pour gérer la protection de la jeunesse. Et ce qu'on demande au gouvernement, c'est de revenir mettre cette structure-là par laquelle aussi les parents vont avoir le droit de faire des propositions à la DPJ. Je vais expliquer le contenu du mémoire, des propositions, les propositions qu'on a déposées pour améliorer la situation. Et c'est dans un esprit de collaboration, ce n'est pas dans un esprit de confrontation avec le gouvernement. À l'article 2.2, ce qu'on demande maintenant, c'est d'établir qu'il est dans l'intérêt de l'enfant autochtone que la loi soit conforme aux objectifs, aux principes du projet de loi fédéral C-92. Le fédéral a produit le projet de loi C-92 qui donne maintenant le droit aux Autochtones, aux Premières Nations de gérer eux-mêmes la protection de la jeunesse. Et déjà, ça commence. La semaine passée, il y a deux nations autochtones qui ont pris les devants, qui vont maintenant gérer leur propre protection de la jeunesse et la façon dont ils le font est beaucoup mieux que la DPJ, puisque toute la communauté est impliquée avec les grands-parents, etc. Il y avait déjà la nation Atikamekw qui le faisait avant, et eux ont réussi à réduire de 80% le taux de judiciarisation devant le tribunal. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on demande de modifier la loi. Maintenant, si
sur le plan fédéral, les Autochtones peuvent maintenant produire leur propre protection de la jeunesse. Il y a des difficultés parce que le gouvernement de François Legault conteste la loi C-92 devant les tribunaux parce que lui dit que ça leur appartient, la protection de la jeunesse. C'est de juridiction provinciale. Et dans la loi, la nouvelle mouture du projet 15, on a ajouté un immense chapitre sur un traitement particulier aux Autochtones, donc un peu pour les flatter dans le sens du poil. Mais partout au Canada, les nations autochtones, ils n'en veulent plus de la protection de la jeunesse provinciale. Parce que il y a presque la moitié des enfants qui sont placés en famille d'accueil qui viennent de des familles autochtones, et alors que les autres sont juste 10% de la population. Donc, ce qu'on demande, c'est que cette loi-là, on enlève le chapitre sur les Autochtones, on enlève tout ça, et qu'on laisse faire les Autochtones leur propre gestion de la protection de la jeunesse. Ça, c'est l'article 2.2. C'est une modification qu'on demande. Au lieu d'ajouter un chapitre spécial pour les Autochtones, qu'on enlève ça de la loi et qu'on leur donne le choix de le faire eux-mêmes à leur propre manière. Et le fédéral a déclaré qu'il investissait, ça fait un mois, il a déclaré qu'il investissait 40 milliards à cause de tout ça. Et les enfants qui ont été enlevés de leur famille entre 1991 jusqu'à aujourd'hui, le fédéral va donner 20 milliards en compensation pour ces retraits. Et sur ces retraits-là de l'enfant de sa famille, il y a beaucoup de placements inutiles. Et avec la nouvelle mouture de la loi qui s'en vient, ce ne sera plus les Autochtones qui vont être placés inutilement. Ça va être des enfants québécois, ça va être des enfants de culture qui viennent immigrer au Québec, qui vont être placés en famille d'accueil. Ça pourrait être extrêmement dangereux pour les prochaines générations et aussi pour les immigrants. Et je rappelle que le nombre d'enfants autochtones pris en charge par la protection de la jeunesse est 3 fois plus élevé qu'à la plus forte période des pensionnats autochtones où on mettait les enfants en pensionnat autochtone. Aujourd'hui, avec la protection de la jeunesse, on retire 3 fois plus d'enfants de leur famille qu'au temps des pensionnats. Ceci étant dit sur cet article-là, maintenant, on arrive à l'amendement numéro 4. L'amendement numéro 4, c'est un amendement central dans la loi, parce que l'article 4 de la loi, si vous voulez, c'est le guide. C'est le guide de l'État. C'est ça qui dit à l'État comment l'État doit agir dans la famille biologique, par exemple. Donc, ce guide-là, on est en train de le modifier pour mettre en priorité la permanence des soins. Ça veut dire qu'on va mettre en priorité le choix de la DPJ. Donc, le gouvernement, comme François Legault l'a dit, dorénavant, l'intérêt de l'enfant va passer avant sa famille biologique. On modifie la loi, on enlève le principe de primauté parentale, l'article 2.2 est rayé de la carte, et là, on vient mettre la priorité des soins. Les soins de l'État, les décisions de l'État. C'est l'État qui va décider de l'intérêt de l'enfant, à son bon vouloir. Et là, fondamentalement, dans cette loi, l'État doit démontrer la nécessité de la mesure exceptionnelle. Donc, nous, ce qu'on demande, on remplace l'article 4 qui est proposé par le projet de loi 15 par un article avec des niveaux de priorité. On demande des niveaux de priorité. Au premier niveau de priorité, en haut de l'action de l'État, c'est le principe de primauté parentale qu'on remet dans la loi. Donc, on demande, dans le fond, de reconnaître la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et que cette égalité-là a un caractère inaliénable. C'est un droit de connaître ses parents et de vivre avec ses parents, d'être élevé par ses parents.
c'est le droit de l'enfant. C'est pas le droit de l'État qui doit être en premier. C'est le droit de l'enfant. Ça, c'est le droit le plus fondamental de l'enfant. C'est de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Et l'exemple que je vous ai fourni dans l'épisode numéro 1 hier est très parlant de la situation. Donc, toute décision qui est prise dans cette loi-là doit maintenir l'enfant dans son milieu familial biologique, sauf si c'est contraire à son intérêt et contraire aux droits de l'enfant. Et ce sera la Chambre des pairs qui va en décider. Pas une intervenante de la DPJ, pas un juge de la Chambre de la jeunesse qui est un ancien employé du DPJ. La Chambre des pairs va décider. C'est qui la Chambre des pairs? J'en ai parlé hier. La Chambre des pairs, ça va être un jury. Un jury de 12 personnes dont la moitié est composée de parents. Sur ce jury-là, on met des grands-parents et on met des personnes de la communauté culturelle de l'enfant, si c'est un enfant haïtien, si c'est un enfant iranien, si c'est un enfant colombien. Donc, on mettra des personnes de sa communauté aussi. Et le jury prendra la décision si l'enfant doit ou non être retiré de sa famille. Au moment où ça se passe aujourd'hui, c'est une jeune intervenante de la DPJ qui le demande et qui prend presque la décision. Les juges sont des anciens avocats de la DPJ. Donc, oui, il existe des cas où il faut retirer l'enfant. Mais la philosophie qu'on veut mettre dans la loi, c'est que premièrement, qu'on donne des services et qu'on donne de l'aide à la famille avant de décider de retirer l'enfant. Parce que dans beaucoup de cas qu'on voit aujourd'hui, l'enfant est retiré immédiatement de sa famille. Et ça cause des graves préjudices aux familles et à l'enfant. Ça fait de la chicane avec la DPJ. Et s'il y a de la chicane avec la DPJ, c'est bien de valeur, mais vous perdez vos enfants. On vous les enlève. Vous ne pouvez pas vous chicaner avec la DPJ. Donc, le principe de l'article 4, en haut de la pyramide, maintenir l'enfant. Et le seul qui pourra prendre la décision de retirer l'enfant, c'est la Chambre des pairs avec un jury de 12 personnes qui est représentatif de la communauté, des personnes qui ont déjà eu des enfants, qui ont déjà changé des couches. Parce que là, ça peut être un juge qui a même pas d'enfant. Une intervenante qui n'a jamais changé une couche de sa vie, c'est eux autres qui prennent la décision aujourd'hui. Donc, on veut une philosophie un peu plus large. On veut une décision plus juste et plus impartiale. Deuxième chose qu'on veut ajouter, c'est le principe d'égalité des pères et mères. On le sait aujourd'hui, les familles se séparent, c'est l'éclatement familial et il y a beaucoup de séparations. Et depuis 2007, on a rajouté dans la loi sur la protection de la jeunesse le principe des mauvais traitements psychologiques. Donc, depuis qu'on a rajouté ça, il y a plein d'enfants qui ne peuvent plus voir leurs parents sur le motif d'un conflit de séparation. Bien entendu, quand les parents se séparent, c'est pas... On ne s'invite pas au restaurant, là. Donc, on est dans une situation de conflit. Donc, la DPJ arrive, et comme le disait M. Paul Arcan sur les ondes, il reçoit un nombre incroyable de courriels de gens qui se signalent entre eux autres dans des chicanes de couple. Ils se signalent à la DPJ arrive, et finalement, en bout de ligne, c'est l'enfant qui paye le prix. Parce qu'on enlève un des deux parents à l'enfant souvent, et des fois, on va enlever les deux parents à l'enfant. Donc, c'est l'enfant qui paye le prix en bout de ligne. Et pour fermer les dossiers, on se débarrasse d'un des deux parents. Et il n'y a pas personne qui peut empêcher ça parce que, comme je vous disais tantôt, la DPJ a un pouvoir absolu. Donc, ce qu'on veut rajouter dans la loi, qui est après la primauté parentale, c'est que l'enfant séparé de un de ses deux parents a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec son autre parent. Et ça, c'est un autre droit de l'enfant. C'est un deuxième droit fondamental de l'enfant qui est inscrit dans la Convention internationale du droit de l'enfant. L'enfant a le droit de voir ses deux parents.
Et ça prend des motifs sérieux pour empêcher l'enfant de voir ses deux parents. Et quand la DPJ embarque dans le dossier, malheureusement, pas besoin de motifs sérieux, et la DPJ a tellement de dossiers à traiter, c'est que souvent on se débarrasse d'un des deux parents, on ferme le dossier, interdiction de contact, et comme on a parlé hier aussi, la question de la déchéance parentale va devenir beaucoup plus facile à obtenir une ordonnance de déchéance parentale. Donc là, les enfants québécois risquent de perdre leur père pour des années. Et on sait qu'après que la DPJ est sortie du dossier, lorsque les enfants deviennent majeurs, ils vont recréer des contacts avec les parents qu'ils ont perdus. Donc, on demande de favoriser, dans la perspective d'aider les parents à exercer ensemble leur autorité parentale, donc qu'on prenne le temps d'informer comme il faut les parents, de leur expliquer les conséquences des gestes s'ils ne réussissent pas à s'entendre dans l'intérêt de l'enfant. Il y a plein de parents qui le font, mais il y en a qui ne le font pas et on ne les aide pas. On ne les aide pas. La DPJ ne donne pas de service. Et ça, même Régine Laurent et Lionel Carman l'ont dit sur les ondes de l'émission 24-60, la DPJ ne donne pas de service. Il faut aider ces parents-là. Il faut les instruire sur la situation et sur les conséquences de ne pas collaborer ensemble. Donc, aider les parents à exercer d'une manière la plus égalitaire possible leur primauté parentale, leur autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant, même s'ils sont ensemble, mais peu importe de la façon dont ils se sont séparés. Et on le sait, comme je l'ai dit encore hier, depuis 2014, il y a les projets PCR avec un psychologue au centre. On appelle ça des auditions psychojudiciaires, c'est-à-dire qu'il y a un psychologue qui parle avec les parents, qui parle avec l'enfant, qui parle avec les avocats, qui parle avec le juge. Et dans ces nouvelles philosophies-là, on a réussi à recréer 100% des liens qui avaient été brisés entre l'enfant et un de ses parents. 100%. C'est des projets pilotes supportés par la Cour supérieure, financés par le ministère de la Justice. Donc, c'est une optique qui est complètement opposée à ce que nous dit M. Legault. L'intérêt de l'enfant va passer avant sa famille biologique. Ce qu'on réussit à faire avec les projets PCR depuis 2014, on réussit à recréer les liens. Il faut faire attention à ce qu'on fait dans la loi, parce que les conséquences peuvent être graves. On a déjà des moyens. Pourquoi ne pas s'en servir? Donc, c'est ce qu'on demande aussi qu'au tribunal, que ce soit des audiences psychojudiciaires avec un psychologue au centre et un jury d'une douzaine de personnes, dont 6 parents. Donc ça, c'est la première partie. Donc on remet la primauté parentale en haut de l'intervention, maintenir l'enfant et aider les pères et mères à travailler ensemble, même s'ils se haïssent, qu'ils travaillent dans l'intérêt de l'enfant. Deuxième niveau, la primauté de la famille de proximité. Même si on fait ce travail-là, il va toujours rester... Il y a des parents qui sont des criminels, il y a des parents qui sont des alcooliques au dernier degré, il y a des parents qui sont des drogués. Oui, il y en a. Oui. Il y a des parents qui sont des abuseurs sexuels, il y a des parents violents. Oui, il y en a. Mais, il n'y en a pas autant qu'on vous le laisse entendre. Et il n'y en a pas autant que tous les cas d'enfants qui sont retirés de leur famille. Les enfants, dans la grande majorité des cas, ne sont pas retirés de leur famille pour des situations aussi graves. Toutefois, au niveau 2, on demande la primauté de la famille de proximité. Parce que, dans la jurisprudence actuelle, le tribunal n'est pas obligé de respecter ça. C'est préférable d'aller voir les grands-parents ou un mononcle ou une ma-tante. Mais, comme la loi n'est pas claire et comme la jurisprudence le dit,
le législateur a agi avec prudence dans son écriture de la loi, donc on peut passer à côté. Et c'est ce qui se passe. Dans la majorité des cas, on ne va pas vers la famille de proximité, c'est la famille d'accueil et c'est l'adoption. Surtout pour les bébés, les plus jeunes enfants, c'est la banque mixte, c'est l'adoption. Donc, on s'en va direct vers la famille d'accueil et le gouvernement a investi et continue d'investir. On est à la recherche de familles d'accueil et les familles d'accueil, c'est des entreprises. C'est extrêmement payant. C'est entre 2 500 et 4 000 $ par mois par enfant. Famille d'accueil peut avoir jusqu'à 9 enfants. Si vous faites le calcul, on parle d'un salaire qui peut aller jusqu'à 250 000 $ 300 000 $ par année pour être famille d'accueil. Et là, présentement, devant la commission parlementaire, aux audiences, aux consultations publiques, on va entendre les familles d'accueil, mais on ne veut pas entendre les familles biologiques. Donc, le deuxième niveau, dans l'intérêt de l'enfant de maintenir sa culture, de maintenir des liens avec ses origines, le deuxième niveau, c'est logique, ça devrait être la primauté de la famille de proximité. Si les parents sont incompétents, qui ne sont pas capables de faire les efforts qu'on leur demande, s'ils ne vont pas prendre les services qu'on leur offre et qui veulent rien savoir et qui se comportent de façon inacceptable et que la Chambre des pairs, le jury, décide, bon, ces parents-là ne peuvent pas s'occuper de l'enfant. Si on décide ça, on va voir dans la famille de proximité au niveau numéro 2. Si le niveau numéro 1, qui est de maintenir l'enfant dans sa famille, n'est pas possible, au niveau 2, si la Chambre des pairs l'a décidé, la communauté l'a décidé, à ce moment-là, on va voir la famille de proximité. Est-ce qu'il y a des grands-parents, est-ce qu'il y a des mononcles et des matantes qui sont capables, disponibles et intéressés à fournir les soins, la stabilité des liens avec la famille de cet enfant-là, avec ses origines, en lui fournissant un milieu familial normal. C'est le deuxième niveau. Et ce niveau-là, comme je vous le dis aujourd'hui, il n'est pas respecté. Parce que le législateur a été trop large. La jurisprudence nous dit que oui, mais non. Pas obligé. Donc, on veut que ce soit clair. Il est nécessaire que ce soit clair. Maintenant, on passe au troisième niveau. Si on ne trouve pas quelqu'un d'intéressé et de capable dans la famille de l'enfant, on passe à la primauté culturelle. Pourquoi la primauté culturelle? Au Québec, aujourd'hui, il n'y a pas juste des Québécois de souche. Presque la moitié du Québec maintenant vient de d'autres pays et de d'autres nations. Et ces nations-là, il y a des familles qui parlent leur langue d'origine dans tout ça. Imaginez-vous qu'on prenait vos enfants et qu'on allait les faire adopter aux États-Unis. Est-ce que vous accepteriez ça? Si on prenait vos enfants, on allait les placer dans des familles autochtones. Est-ce que vous accepteriez ça? Probablement pas. Pourtant, on le fait ici. On prend des enfants arabes, on va les placer dans des familles québécoises de souche. La Fédération des familles d'accueil du Québec, où on les fait adopter de d'autres nations, les Haïtiens. On prend leurs enfants, on les place dans des familles québécoises. Est-ce que c'est normal d'agir comme ça? Est-ce que c'est respectueux d'agir comme ça? Non. Et la majorité des enfants qui sont placés par la DPJ, c'est des enfants noirs, des enfants autochtones, des enfants hispaniques, des enfants de d'autres cultures, madame, monsieur. C'est ça qu'on fait au Québec. Et ça, c'est inacceptable.
Et les Nations unies se sont réunies au mois de septembre dernier et le constat est à l'effet qu'il y a de plus en plus de placements inutiles d'enfants dans le monde occidental notamment, où il y a de la protection de la jeunesse. Aux États-Unis, 6 fois plus d'enfants noirs sont placés que des enfants blancs. On s'en va vers ça avec la nouvelle loi. OK, dans le rapport Laurent, il y a des belles phrases. Oui, il y a des belles phrases. Mais dans la loi, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la loi. Rien. Là, il faut qu'au 3e niveau, qu'on respecte les gens qui viennent travailler ici, qui viennent vivre ici. Sinon, c'est une loi qui est discriminatoire. Pourquoi? On a créé un immense chapitre dans le projet de loi 15 pour flatter les Autochtones dans le sens du poil parce qu'on savait que le gouvernement fédéral avait passé le projet de loi C-92 et qu'il allait investir 40 milliards pour essayer de réparer les pots cassés avec les Autochtones. Mais là, on a mis un beau gros chapitre dans la loi pour faire un traitement particulier pour les Autochtones. Mais les prochains sur la liste, c'est les autres communautés qui viennent vivre ici, qui risquent de perdre leurs enfants. Et ça, c'est grave. C'est grave. Donc, ce qu'on demande dans la modification de l'article 4, c'est qu'au 3e niveau, si on ne trouve pas quelqu'un au 2e, on revient au constat, il s'agit de parents qui ne sont pas capables de prendre soin de leurs enfants pour des raisons graves. On n'est pas capable de les aider. Bon, à un moment donné, il faut prendre une décision. La Cour des pairs, un jury impartial, prend la décision. Il faut sortir l'enfant, il faut le placer. On va voir dans la famille de proximité au 2e niveau. Si on n'est pas capable, au 3e niveau, c'est la primauté culturelle, c'est-à-dire que là, s'il n'est pas possible de confier l'enfant à sa famille élargie, on va aller trouver un milieu de vie substitut dans sa communauté. Et ça va s'appliquer aussi aux Autochtones. C'est ce que les Autochtones veulent. Et récemment, je veux dire, les Autochtones de l'Ontario l'ont dit, on ne veut plus que nos enfants soient placés dans des familles d'accueil. C'est terminé, ça. On n'en veut plus. Les communautés noires et les communautés ethniques ne veulent pas non plus. Et si vous, Québécois de souche, vous ne voudriez pas qu'on prenne vos enfants et qu'on aille les placer dans une autre nation pour qu'ils parlent une autre langue, comprenez-vous? C'est pas dur à comprendre. C'est noir sur blanc, c'est le gros bon sens. Donc, 3e niveau, la primauté culturelle. Que ce soit clair, la primauté culturelle, s'il y a des gens qui sont capables, disponibles, qui peuvent donner la continuité des soins, la stabilité des liens à l'enfant, en se rapprochant le plus, encore une fois, d'une famille normale dans la communauté culturelle, ben c'est ça qu'on donne au 3e niveau, aux familles qui viennent de d'autres nations. Qu'on soit respectueux. Je reviens en arrière, donc, si la Cour des pairs, un jugement rendu par un jury de 12 personnes avec des parents, des grands-parents, des membres de la communauté culturelle décide que les parents sont inaptes et qu'il faut placer l'enfant, si on n'a pas trouvé personne dans la famille de proximité, dans les mononcles, matantes, grands-parents des deux côtés, et qu'on n'a pas trouvé personne dans la communauté culturelle de l'enfant, ben là, oui. Là, on placera l'enfant en famille d'accueil. Rendu là. Ou on le mettra à l'adoption, si c'est un bébé. Mais que ça soit clair. Que ça soit clair dans la loi. C'est pas clair dans la loi. Et c'est pas respecté au tribunal. La DPJ fait la pluie et le beau temps. Donc, au niveau 4, ce sera la permanence des soins.
Et là, l'enfant pourra faire l'objet d'un projet d'adoption ou d'un projet d'hébergement en famille d'accueil ou en institution ou d'une autre mesure demandée par la DPJ. Mais, pour que ça soit clair, on écrit ceci à la fin de notre article 4. Dans tous les cas, la décision du niveau 4, du dernier niveau, doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité de façon permanente. D'accord? C'est ça que demande aujourd'hui Mme Laurent, qu'on mette ça en premier lieu, en haut des autres options. Nous, on dit qu'il faut que ça vienne à la fin. Et on demande que le jugement, OK, explique clairement dans les motifs pourquoi c'est pas possible de faire un niveau 2, un niveau 3. Le jugement devra expliquer pourquoi on ne peut pas, pourquoi on doit retirer l'enfant, pourquoi on ne peut pas le placer dans sa famille de proximité et pourquoi on ne peut pas le placer dans sa communauté culturelle. Que les jugements expliquent ça. Pas juste leur donner, qu'on explique les motifs et les moyens de fait et de droit pour lesquels chaque niveau précédent a été jugé inapplicable dans l'ordre prévu par la règle de droit établie par l'article 4 de la présente loi. La décision doit être rendue par la Chambre des pairs avec un jury de parents, de grands-parents, de membres de la communauté culturelle. Et le tribunal doit expliciter les motifs par des moyens de fait et de droit pour lesquels chaque niveau précédent a été jugé inapplicable dans l'ordre prévu par la règle de droit de l'article 4. Autrement dit, là, on laisse plus de passe-droit, il faut que ce soit clair. Parce que là, c'est l'intervention de l'État dans la famille qui n'est pas claire actuellement. Et on peut faire n'importe quoi. Il faut que ça arrête. Il faut que les jugements nous disent pourquoi on ne peut pas maintenir l'enfant dans sa famille. Pourquoi on ne peut pas trouver personne dans sa famille de proximité chez mon oncle, ma tante. Pourquoi on ne peut pas trouver quelqu'un dans sa communauté culturelle. Et il faut que la DPJ et le tribunal respectent ce processus-là, ces 4 niveaux de priorité. 1. Garder l'enfant dans sa famille, donner des services, aider les parents séparés à se réconcilier, aider les parents à à faire le job ensemble, OK, dans l'intérêt de leurs enfants. S'ils ne sont pas capables de faire ça, il faut que ça soit un jugement de plusieurs personnes. Pas d'un ancien avocat de la DPJ, de plusieurs personnes qui sont des parents, qui savent c'est quoi changer une couche. Puis là, on cherche quelqu'un chez les grands-parents, les mononcles, les matantes, et il y en a plein de grands-parents qui demandent à garder leurs enfants. On les écoute même pas. On se fout d'eux autres comme de l'an 40. Parce que la loi n'est pas claire. La loi ne demande pas ça. La loi, à l'article 4 aujourd'hui, c'est un vœu pieux. Un vœu pieux. Tout le pouvoir est entre les mains de la DPJ. Parce que la loi n'est pas claire. Elle n'est pas claire. On peut faire ce qu'on veut. Et là, on demande de clarifier la situation. Pourquoi il faut enlever cet enfant-là de sa famille? Pourquoi on ne peut pas trouver des grands-parents pour s'en occuper ou des mononcles et des matantes? Pourquoi on ne peut pas trouver quelqu'un dans la communauté culturelle de l'enfant? Pourquoi on le place en famille d'accueil? Pourquoi on le place à l'adoption?
Et là, faut l'expliquer, là. Faut que ça soit clair. On doit suivre ces 4 niveaux-là maintenant, avec l'article qu'on demande, l'article 4, l'amendement numéro 4. On le sait, il y a eu plein d'enfants qui se sont promenés de famille d'accueil en famille d'accueil, et c'est la première réaction. On prend des enfants, on les envoie en famille d'accueil immédiatement. Après ça, on les transfère à la banque mixte, etc., etc., etc. Et c'est le constat des Nations Unies. Il y a beaucoup trop de placements inutiles d'enfants. C'est pas le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant, fondamentalement, c'est de rester avec ses parents, de recevoir les soins de ses parents, qu'on les aide, ces parents-là. Et les problèmes qui existent dans les familles, on les retrouve également dans les familles d'accueil. Les familles d'accueil, c'est pas des demi-dieux, là, c'est des entrepreneurs. C'est payant être famille d'accueil, c'est extrêmement payant. C'est des entreprises. Et dans ces entreprises-là, il y a des enfants qui souffrent aussi. Dans ta chambre. Puis ne demande pas une deuxième assiette. Dans ta chambre. Je compte juste une petite histoire à un moment donné de quelqu'un qui m'a parlé de comment il a vécu en famille d'accueil. Pendant des années de temps. Il rencontrait un de ses frères en cachette. Et il allait voir leur mère en cachette. Ils étaient placés en famille d'accueil. Ils ont passé placement en majorité en famille d'accueil. Mais, dans la famille d'accueil, on les regardait prendre leur douche et on leur demandait de... Celui qui m'a parlé, on lui demandait de se masturber dans sa douche. Et il ne mangeait pas une deuxième assiette. Il y avait ce qu'il y avait dans son assiette. Après ça, c'était fini. Mange-en pas d'autre. Et il a passé des années dans cette famille-là. Et il m'a raconté que quand il est devenu un adulte, il est allé rencontrer ses parents d'accueil. Et il leur a parlé assez sérieusement dans le casse, comme on dit au Québec. Il leur a parlé dans le casse. Il n'a pas voulu entamer des poursuites contre ces personnes-là. Il n'a pas voulu aller jusque-là. Mais il a passé en dessous de la table souvent. Et il s'est fait checker le zizi dans sa douche. Donc les problèmes qui arrivent dans des familles arrivent aussi dans des familles d'accueil. Et il y a un grand nombre de grands-parents qui se plaignent qu'on ne respecte pas leurs droits en vertu de l'article 4 actuel parce que la loi n'est pas claire et que le DPJ et le juge de la Chambre de la jeunesse peuvent faire ce qu'ils veulent. Des placements inutiles. Donc, c'est pourquoi on demande d'instituer un ordre de priorité dans cet article charnière qui dit ce que l'État peut et ne peut pas faire dans la famille. Et tout ça est supporté par la jurisprudence dans notre mémoire. C'est très bien expliqué, c'est très, 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 très clair. Et cette évidence-là de maintenir l'enfant dans sa famille, ça découle de son droit fondamental. Et là, on nous propose maintenant que quand l'enfant va être retiré de sa famille, il faut immédiatement lui faire un projet de vie, qui est un projet d'adoption et un projet de placement en famille d'accueil. C'est ce que demande Mme Laurent. Il faut faire un projet de vie à l'enfant immédiatement. Ce qui est complètement contraire à la jurisprudence parce que dans plein de jugements, on voit qu'il ne faut pas prendre des décisions hâtives. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Et ça, madame, monsieur, je pense que ça va devenir dangereux si l'article 4 n'est pas clair et qu'on laisse le libre choix à la DPJ et qu'on donne encore plus de droits à la DPJ parce qu'on enlève l'article 2.2 qui dit que le parent est le premier responsable de donner les soins à l'enfant. C'est plus le parent qui est le premier responsable de donner des soins.
C'est l'État qui est responsable de donner les soins. Comprenez-vous? Le gros changement sur la primauté parentale, c'est plus le parent qui est le premier responsable de donner les soins. Ça a pris le bord de la poubelle. C'est l'État qui est le premier responsable de donner les soins à l'enfant. C'est l'État qui devient le premier responsable de donner les soins à l'enfant. Et je vous rappelle les propos de Lionel Carman, on n'a plus besoin que ce soit la famille biologique. Je vous rappelle les propos de François Legault, dorénavant l'intérêt de l'enfant va passer avant la famille biologique. Et je le redis encore une fois, c'était écrit dans la loi que le parent est le premier responsable de donner les soins à l'enfant, et maintenant ça va être écrit que c'est l'État qui décide de la permanence des soins à donner à l'enfant. Donc voilà pour l'amendement numéro 4. Maintenant, je vous raconte une petite histoire, très récente. Donc, c'est une jeune maman qui a 2 enfants. Elle a un garçon de 3 ans et il n'y a pas longtemps, elle a accouché à l'hôpital. Et on le sait, on en a déjà parlé, surtout du cas des jeunes femmes qui ont été des anciens enfants de la DPJ, qui deviennent en âge d'avoir des enfants. Quand elles accouchent à l'hôpital, il y a une alerte bébé. Donc la DPJ arrive et si, pas toujours, mais dans certains cas, on arrive avec la police et on prend l'enfant et on le place en banque mixte pour l'adoption. Et c'est aussi le cas parce qu'il y a des jeunes hommes qui nous ont appelés. C'est pas eux autres qui ont accouché, bien entendu, mais leurs conjointes ont accouché, mais eux autres, c'était des anciens enfants de la DPJ, le jeune homme. Donc, on a pris le bébé. Et souvent, on va demander à la mère qu'il faut qu'elle se sépare de son conjoint parce que c'est un ex-enfant de la DPJ. Toutefois, ce n'est pas le but de ma petite histoire aujourd'hui, mais c'est une parenthèse que j'ouvre. Donc, c'est une jeune maman qui a 2 enfants, un garçon de 3 ans, et elle va accoucher à l'hôpital. Donc, à la naissance, l'infirmière qui était dans la salle d'accouchement a fait un signalement, et ça, c'est il y a quelques mois. Donc, l'infirmière a fait un signalement à la DPJ. Pourquoi? Parce que la mère est dans un fauteuil roulant. La mère a un handicap physique, mais c'est une bonne maman, elle a des bonnes compétences et elle s'occupe très bien de son garçon qui a 3 ans. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Mais là, elle accouche d'un 2e enfant et il y a une infirmière qui fait un signalement. La DPJ arrive, prend les enfants, les place en famille d'accueil. La DPJ est entrée dans la vie de cette femme-là. Ses enfants lui sont retirés parce qu'elle est en chaise roulante. Donc la DPJ a exigé de la jeune maman qu'elle quitte son appartement et qu'elle aille vivre avec d'autres personnes, sinon elle ne pourra pas récupérer ses enfants. Il y a quelques jours, elle passe en cours et la DPJ a obtenu une ordonnance de prolongation de la mesure pour 8 mois supplémentaires. Est-ce que quelqu'un qui est en chaise roulante est vraiment incapable aujourd'hui de s'occuper d'un enfant? Quelqu'un qui est intelligent, qui est brillant, va trouver les ressources en conséquence, va trouver l'aide en conséquence, et il y a tellement de moyens aujourd'hui, mais la DPJ est entrée dans sa vie et on lui enlève ses enfants. Donc voilà, c'était ma petite histoire pour terminer cette partie aujourd'hui où, premièrement, on parle de l'amendement numéro 4, qui est la primauté parentale.
Donc, tout le remodelage qu'on demande, dans le fond, c'est tout simplement, on demande au gouvernement d'être clair dans l'article 4 et qu'on ait des priorités d'intervention dans la famille biologique. Parce que là, avec la nouvelle modification, c'est qu'il n'y en a plus d'ordre de priorité. L'ordre de priorité se résume à une chose, c'est le gouvernement qui décide. C'est la DPJ qui décide. Et vous ne pouvez rien faire. Le reste, dans l'article 4, c'est des vœux pieux, parce que la jurisprudence nous dit que le législateur a agi avec prudence. Donc, il n'est pas nécessaire de respecter que ce soit un membre de la famille élargie ou un membre de la communauté culturelle de l'enfant. C'est pas nécessaire. C'est la famille d'accueil. Et il y a des gros sous. Sur un budget de 1,5 milliard aujourd'hui, 1,5 milliard en protection de la jeunesse, 300 millions pour les familles d'accueil. Et ça va être beaucoup plus. Dans les 5 dernières années, le budget pour les familles d'accueil au Québec a augmenté de 1 tiers, 30% de plus. Donc, c'est une entreprise florissante. En Angleterre, il n'y a pas tellement longtemps, les Nations unies ont enquêté. Parce que là, le gouvernement a confié à une entreprise multinationale qui ont construit des édifices pour placer des enfants, pour s'occuper des enfants. Donc, c'est devenu une entreprise. Je comprends que les gens les gens me disent, oui, mais M. Rioux, il faut s'occuper des enfants, il y a des enfants maltraités. Bien sûr qu'il y a des enfants maltraités. Et ce qu'on propose n'empêche pas du tout de s'occuper des enfants maltraités. Absolument pas. Absolument pas. Mais d'une manière juste et raisonnable. Parce que là, on met un pouvoir immense, immense, immense entre les mains de jeunes personnes et on est en train de recruter des jeunes étudiants qui sont au cégep présentement pour leur donner une job à la DPJ. Donc, c'est des enfants qui vont prendre les décisions. Ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas de bout. Il faut que la loi précise qu'est-ce qu'on peut et ne peut pas faire. La porte est ouverte large, 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 large. Et en plus, notre premier ministre qui vient nous dire, bon, ben là, famille biologique, on n'a plus besoin de ça, famille biologique. Ça sert à rien. On fait ce qu'on veut. Est-ce que c'est normal? Et la tendance mondiale est au placement inutile. L'avenir. Donc, c'est important. Et comme je répète encore une fois, que ce qu'on demande dans le projet d'amendement, le mémoire de famille biologique, c'est pas des choses frivoles, c'est pas de la folie, c'est des choses qui sont bien fondées sur des documents des Nations Unies, sur la documentation institutionnelle, sur la jurisprudence et aussi sur des idées qui avaient été mises en place par des grands législateurs québécois. Je rappelle encore le nom de M. Claude Castonguay. Écoutez, ce qu'on demande est logique, ce qu'on demande est rationnel, réfléchi, c'est le gros bon sens. Maintenant, je vais terminer. Ça fait 1 an qu'on en parle régulièrement, qu'on produit des émissions, qu'on explique la situation, qu'on transmet nos analyses, qu'on explique les constats des recherches, qu'on fouille dans les jugements, qu'on parle aux parents. Il y a plein de choses qu'on a fait depuis 1 an sur Facebook. Tout est disponible sur la page lespapas.org. Donc, il y a des dizaines et des dizaines d'heures
de contenu et d'information. Le mémoire de 200 pages est déposé. Encore ce matin, je l'ai déposé vendredi soir, vendredi sur la fin de l'après-midi, et ce matin, j'ai reçu un courriel de la secrétaire de la commission parlementaire pour me dire que le mémoire a été bien reçu et qu'il a été transmis à tous les législateurs qui vont siéger sur la commission. Ils l'ont entre les mains, ils peuvent le lire. Je leur ai adressé un courriel à chacun d'eux aussi, également, pour leur demander notamment pourquoi vous accueillez les familles d'accueil en consultation particulière et vous refusez d'entendre les familles biologiques. Il y a des milliers de familles biologiques qui supportent la démarche. Pourquoi? Et à chaque minute, quand je regarde ma boîte courriel, puisque je suis en copie, je vois des parents qui envoient le courriel. À chaque minute, il y a des nouvelles personnes qui envoient le courriel. Alors, madame, monsieur, si l'intérêt de l'enfant, si l'intérêt de la famille biologique vous tient à cœur, c'est le temps maintenant. Madame, monsieur, je vous souhaite un excellent après-midi. À bientôt. Que l'amour soit véritable, que l'amitié reste durable, que nos conflits demeurent conciliables, que notre mort ne soit pas brutale, que nos enfants soient très joyeux, que nos jeunes gens restent bien heureux, que le bonheur demeure leur fortune, que notre vie ne soit pas obscure et que la paix mène enfin le monde. Que le respect soit manifeste, que l'espérance reste infinie, que nos souffrances demeurent supportables, que la vieillesse ne soit pas triste, et que la paix mène enfin le monde. Partout dans ce monde, bien. Je ne vous demanderai rien. Et vous, vous en étiez douté que moi, je ne faisais que passer. Oui, moi, je ne faisais que passer.